Une bonne année 2023, évidemment une bonne santé, c'est ce qu'on se dit en général en début d'année. Et bien moi en tant que professionnel de la santé, j'aimerais faire plus que vous souhaiter une bonne santé, mais vous accompagner, en tout cas vous donner quelques clés, si je peux le faire aujourd'hui avec cette première vidéo de l'année. Donc 4 routines quotidiennes et non pas 4 résolutions pour commencer cette nouvelle année. Donc, je suis Marc Baudot, kinésithérapeute, coach, consultant bien-être en entreprise, fondateur de Culture du Corps et Awareness Office. Aujourd'hui, je vous donne cette petite image pour commencer de ce podium, disons, de 2023 où vous êtes arrivé aujourd'hui. Félicitations. Et, eh bien, pour y arriver, vous avez, disons, sauté en partant d'une baseline, de votre base, de votre mode de vie, de votre passé, on va dire, de tout ce que vous avez pu faire de bon et de moins bon pour votre santé. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement 4 piliers. 4 piliers qui correspondent en fait à des choses que vous faites tous les jours. Et donc c'est la différence entre une routine et une résolution. La résolution, c'est parfois quelque chose d'un peu abstrait, parfois difficile à commencer ou difficile à maintenir sur le long terme durant toute l'année. Donc parfois on se déçoit soi-même en ayant de bonnes résolutions, de bonnes intentions, mais on a parfois du mal évidemment à les tenir. Et alors au niveau de la santé, évidemment, la régularité, c'est fondamental. Donc on va partir de ces routines quotidiennes avec ces 4 piliers qui sont en fait 4 besoins vitaux. Et c'est pour ça que ça nous donne une facilité en termes de coaching, puisque c'est des choses que vous faites déjà tous les jours. Ce qu'on veut ici, c'est peut-être les améliorer d'une certaine manière. La première chose, si vous me connaissez bien, vous vous en doutez, c'est la respiration. La respiration, eh bien, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, c'est vital, c'est la première chose que l'on fait quand on arrive dans ce monde et c'est également la dernière chose qu'on fait avant de partir. Vous le faites en ce moment, je le fais aussi et je pense qu'une première chose à avoir en tête au niveau de la respiration, eh bien, c'est la conscience. Donc déjà, prendre conscience là maintenant qu'on est en train de respirer et de là voir comment on respire. Est-ce qu'on respire de manière superficielle ou de manière profonde, de manière lente ou rapide, hein, on est entre 10 et 15, 20 cycles minutes si on respire très rapidement. Est-ce qu'on respire avec le nez ou avec la bouche? Est-ce qu'on respire dans la poitrine, dans le haut de la cage thoracique ou plutôt au niveau de l'abdomen, etc., etc. Donc déjà, en prendre conscience sans jugement, on est déjà dans une forme de méditation, de pleine conscience, qui est déjà intéressante, hein, très intéressante au niveau de la santé en général. Pratiquer déjà quelques minutes par jour la respiration consciente, c'est revenir dans son corps et revenir dans l'ici et maintenant, alors qu'on a souvent tendance à partir dans des pensées, dans le mental, dans des stress, dans des projections, le passé, le futur. Là, on essaye de revenir au moment présent, donc je dirais ici le présent. La respiration, c'est un bon outil et peut-être que je vais me rendre compte que dans le présent, là maintenant, en fait, je suis en train de bloquer ma respiration. Je suis en apnée. Il y a des gens qui vivent en apnée, j'en rencontre tous les jours, c'est évidemment un problème. L'apnée, c'est évidemment quand on est sous l'eau. Si on a la chance d'avoir de l'air ambiant et de l'oxygène, eh bien profitons-en, respirons. Et une des très nombreuses manières de respirer, pour faire très court ici dans cette vidéo, qui est juste un aperçu rapide, on a ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, qui est une technique dont le but est la stimulation du nerf vague et donc du système nerveux autonome parasympathique, donc celui qui va nous permettre de nous détendre, de nous sentir apaisés.
on a un certain type de respiration, on va expirer plus longtemps. Donc ça va être par exemple 4 secondes in et 6 secondes out. C'est souvent le schéma de base que je donne. Évidemment, ça peut être différent selon chacun. C'est un début. Ça peut être 5-7, ça peut être 3-5, ça peut être aussi avec des apnées. Mais des bonnes apnées, c'est-à-dire dans l'idée de faire une petite rétention, de faire une pause entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire. Ici, on va rester très simple. Donc simplement l'idée de souffler plus longtemps que l'on inspire. Donc l'inspire est lié à l'orthosympathique, plutôt lié, on va dire, à la réaction au stress, et le parasympathique va être lié donc à l'expiration et à un aspect de détente. D'ailleurs, dans la langue française, on dit je vais souffler un peu, par exemple, j'ai besoin de souffler. Ben, c'est pas pour rien en fait. Donc pensez à ça. Premier aspect, la respiration consciente. Et travailler sur ce rythme, 4 secondes inspire, 6 secondes d'expire pendant quelques minutes. Ça peut être le matin, le soir, même en pleine journée, en pause. C'est quelque chose qui peut déjà vous aider. Donc tout l'aspect méditation, cohérence cardiaque, on pourra l'aborder largement dans d'autres vidéos et aussi dans mes séminaires. Deuxième aspect, on respire par le nez, idéalement. Le numéro 2, disons qu'il est double, puisqu'on va avoir d'un côté l'alimentation et de l'autre l'hydratation. On va dire ces deux aspects d'un même point, d'un même pilier, de ce qu'on va mettre dans notre bouche comme nourriture. Et ce qui va nous apporter les nutriments dont on a besoin, les minéraux dont on a besoin, les vitamines dont on a besoin. C'est pas facile évidemment de résumer ça en quelques minutes, mais disons, pour poursuivre sur le point de la respiration, on a l'aspect conscience qui est très important. La conscience qui va être dans un aspect plutôt qualitatif de l'alimentation et de l'hydratation. Manger, boire en conscience. On sait que la digestion commence au moment où on mange, même avant de manger, déjà la conscience d'avoir faim, le fait de saliver, et puis de manger donc nos aliments et de les mastiquer. Ce qui est très important pour la digestion. On a aujourd'hui énormément de problèmes liés au fait qu'on ne mastique pas assez, pour plein de raisons dues à la nature déjà des aliments. Et puis aussi le fait que peut-être on mange devant la télé, peut-être on mange très rapidement parce qu'on n'a pas le temps, etc. Donc la conscience va permettre de mieux mastiquer, va permettre de mieux apprécier ce qu'on mange, les goûts, les saveurs, la digestion, la reconnaissance aussi pour tous ces aliments qui nous permettent de nourrir notre corps. Donc ça va être un aspect plus qualitatif, autant pour l'alimentation que pour l'hydratation. Et puis prendre conscience aussi au quotidien. Qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on a bu. Aujourd'hui j'ai mangé ça, j'ai bu ceci. Alors je ne suis pas pour une analyse quantitative, je vais dire obsessionnelle comme certains l'ont, de compter toutes les calories, etc. pour X raisons. En tout cas si ce n'est pas nécessaire, ne le faites pas. Mais plutôt dans une analyse globale, qualitative de la conscience de ce qu'on a mangé, y compris entre les repas. On a tous, je pense, eu cette expérience à un moment d'avoir un paquet de chips, commencer à manger compulsivement parce qu'on a très faim, parce qu'on n'a peut-être pas conscience, aussi qu'on a du stress ou de la fatigue, et on ne se rend pas compte en quelques secondes le paquet est vide, ou bien de biscuits, de bonbons, etc. Parfois ce côté un peu obsessionnel, comme si on était sous hypnose au moment où on mange. Ici, à l'inverse, on va essayer d'être dans un aspect de qualité, de présence, de conscience, qui va avec la respiration aussi, pour l'alimentation, pour l'hydratation. Et puis, on va avoir un aspect aussi quantitatif. C'est-à-dire la quantité, évidemment, de ce qu'on mange en termes de calories. Est-ce que je mange trop par rapport à mes besoins, disons, de manière très générale, et à travers donc ces aliments qu'on mange,
les macronutriments, hein, les glucides, les protéines, les lipides. Est-ce qu'on a suffisamment de chaque? Et dans toutes ces subcatégories d'aliments, est-ce qu'on a suffisamment en termes de minéraux, de magnésium, de potassium, sodium, etc. On peut avoir pas assez d'un côté, trop de l'autre, en termes de minéraux, mais aussi en termes de vitamines, en termes d'acides aminés, etc. Alors évidemment, là, on part dans un domaine plutôt médical, il faudrait voir ça avec un professionnel de la nutrition, et avec un médecin pour également faire les analyses de sang, d'urine, etc. Souvent, en tout cas, on a besoin d'une supplémentation, je vais dire même dans tous les cas. Je connais personne dans ma patientèle, dans ma clientèle qui ait besoin de aucun complément. Même quelqu'un qui mange très bien, très souvent, on a des carences. On va avoir des carences en vitamine D très souvent, c'est un essentiel, hein. Donc s'il y en a parmi vous qui ne se complémentent pas en vitamine D, il est grand temps. Alors évidemment de manière ajustée, quelle quantité, quelle forme, etc. Mais c'est vital, surtout en hiver. Il y a d'autres éléments qui sont importants, des minéraux comme le magnésium, vraiment essentiel. On est quasiment tous en carence, surtout quand on est stressé. Donc on en a besoin. Il y a les oméga 3, il y a plein d'éléments. Donc là je dirais au niveau quantitatif, eh bien, dans l'analyse de ce qu'on mange, non pas pour compter toutes les calories de manière compulsive et obsessionnelle, mais plutôt dans l'analyse d'effectivement, est-ce que j'ai assez de ceci, assez de cela, parfois trop de ceci, trop de cela, pour équilibrer au niveau de ce que notre corps reçoit comme nourriture. Donc ça c'est pour l'alimentation, surtout l'hydratation aussi. L'hydratation, eh bien c'est important de choisir une eau qui soit la plus pure possible. Alors on a un problème souvent avec l'eau du robinet qui n'est pas si bonne que ça, qui contient souvent du fluor, qui contient souvent des résidus d'aluminium, de mercure, d'autres métaux lourds, des résidus d'hormones, de synthèse, de drogues, de médicaments, etc. qui se retrouvent dans l'eau courante. Donc il y a parfois un intérêt à prendre de l'eau plutôt minérale en bouteille, mais là on a le problème du plastique, notamment des phtalates qui sont des perturbateurs endocriniens. Alors là, il y a plusieurs solutions pour éviter ça, notamment boire de l'eau en bouteille, mais en bouteille, en verre, pour éviter donc les phtalates et les résidus de plastique. Et il y a aussi des systèmes d'osmose, ou des systèmes de filtre à charbon, enfin toute une série de systèmes de filtres que je ne connais pas en détail, mais je vous invite à vous renseigner, parce que là, ça sera un petit peu long de voir ça ensemble. Mais en tout cas, essayez d'avoir une eau la plus pure possible. Et au niveau de la quantité, eh bien, on n'a pas tous les mêmes besoins. 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres par jour. Il ne faut pas se noyer non plus. Mais très souvent, moi je rencontre des gens et je travaille avec des patients, des clients qui ont tendance à ne pas boire suffisamment, ou à boire effectivement beaucoup de café, de thé, d'alcool, mais ça ne compte pas comme les besoins en hydratation, en eau et en minéraux aussi, parce qu'on a aussi des boissons qui nous déminéralisent et on a besoin de se reminéraliser, parfois même boire de l'eau avec du magnésium ou du sérum de Quinton par exemple qui contient énormément de minéraux qu'on mélange plus ou moins selon les techniques avec de l'eau minérale normale pour avoir cet apport donc en eau pour s'hydrater, mais s'hydrater c'est pas uniquement de l'eau, c'est aussi des électrolytes, hein, donc c'est minéraux. Électrolytes, je vous le note ici. Un mot peut-être important pour vous en cette année 2023, parce qu'on est très souvent carencé en minéraux. Ok, donc ça c'est le point 2, le point alimentation, hydratation. Et on passe au troisième point, au troisième pilier, qui est le sommeil. Le sommeil qui est aussi évidemment capital, qui est aussi un autre besoin vital. Vous avez dormi durant les années précédentes, vous allez dormir aussi en 2023. Et la question de comment on dort, hein, je pense que le sommeil c'est vraiment un des grands maux de notre époque. Il y a énormément d'insomnie. Les chiffres sont assez catastrophiques. On dort pas assez, donc en termes de quantité, c'est pas suffisant, très souvent. Et en termes de qualité, c'est pas bon non plus. Pour l'aspect, je dirais, quantitatif, ça dépend de chacun. Il y en a qui ont besoin de 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, parfois même plus. Donc c'est un peu compliqué, mais je dirais pour l'aspect qualitatif, pour une bonne qualité de sommeil,
deux choses importantes. Ça va être premièrement d'aller dormir dans les heures avant minuit. Disons entre 22 heures et minuit, comme le disaient certaines grand-mères, il y a un peu ce truc de grand-mère de les heures avant minuit ça compte double, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais il y a effectivement un intérêt, et il y a des choses qui sont documentées scientifiquement sur l'intérêt d'aller dormir assez tôt, notamment parce qu'on arrive dans des stades de sommeil profonds qu'on atteint plus en début de nuit et dans les heures avant minuit qu'en fin de nuit. Donc un sommeil récupérateur. Et il y a des éléments aussi hormonaux, notamment l'hormone de croissance, où on a un pic de synthèse de l'hormone de croissance en début de nuit et dans ces heures-là avant minuit. En allant se coucher entre 22 heures et minuit, ou peut-être même plus tôt pour certains, et en allant se coucher plus ou moins à jeun, c'est-à-dire de ne pas manger juste avant de dormir à 21 heures, de garder le système digestif un peu au repos à ce moment-là. Ça permet d'avoir une meilleure synthèse de cette hormone de croissance et donc qui nous permet de bien récupérer, qui nous permet de synthétiser nos tissus, d'avoir une récupération cellulaire, d'avoir un travail aussi au niveau de la masse musculaire, de fabriquer du muscle grâce à cette hormone de croissance qui est produite donc naturellement et surtout à ce moment-là. Et puis, un deuxième élément, au-delà de cette heure, disons 22 heures, il y a la régularité. Donc il est important d'aller se coucher aussi à des heures régulières et de se réveiller, de se lever à des heures régulières, que ce soit 22 heures ou minuit, ou que ce soit même parfois chez certains, pour X raisons, qui vont dormir plus tard, d'aller dormir tous les jours à 1 heure du matin. Mais au moins c'est régulier. Idéalement, ça serait tous les jours entre 22 heures et minuit. Et puis le lever, pareil, tous les jours à la même heure, parce que notre rythme biologique est basé sur le rythme circadien, qui est le rythme aussi de la planète, le jour, la nuit. Et donc il y a un intérêt réel, qui est aussi documenté dans la littérature, à avoir une régularité dans nos heures de coucher et de lever. Les deux sont importants, évidemment, je ne dis pas qu'il faut aller tous les jours se coucher à 3 heures du matin et que ça va être très très bien, parce que là du coup il y a le paramètre du rythme biologique qui n'est pas respecté. Je dirais aussi un troisième élément, peut-être pour le sommeil, mais que vous connaissez, tout le monde le connaît celui-là. Les écrans, évidemment. Éviter les écrans avant d'aller se coucher, c'est vraiment un problème, éviter les écrans dans le lit. Éviter les écrans de soir le plus possible, surtout des écrans, je vais dire les écrans d'ordinateur, de télévision, de smartphone, toutes ces lumières bleues, bleues, blanches, très, très, très puissantes, et qui rappellent en fait à notre système nerveux que c'est la journée, alors que non, c'est la nuit. Donc on a un vrai problème avec ça, d'autant qu'en plus de cette lumière en elle-même, pour laquelle on peut aussi se protéger. Il y a des filtres, bon, ça ne fait pas tout, mais il y a des filtres sur le téléphone. Si vous l'avez, cette option de mettre un filtre de lumière jaune, de mettre aussi des lunettes, on peut acheter des lunettes spéciales avec un filtre qui réduit les lumières bleues et on passe à la lumière plus jaunâtre. Mais en plus de ça, il y a ce qu'on fait sur les écrans qui souvent va être anxiogène, va être stressant, que ce soit le travail ou les mauvaises nouvelles à la télé ou des images plus ou moins violentes, etc. Qui ne nous aident pas évidemment pour un bon sommeil de qualité. Donc ça c'est notre troisième pilier, vous voyez ici sur notre petit podium. Et puis le quatrième, après donc la respiration, l'alimentation, l'hydratation et le sommeil, le quatrième, eh bien, forcément j'en parle très souvent aussi, de par mon métier, c'est le mouvement. Le mouvement, évidemment, est fondamental et vital aussi. On bouge tout le temps. On ne peut pas ne pas bouger. On a des mouvements même respiratoires au niveau des poumons, au niveau de la cage thoracique. On a des mouvements aussi au niveau de la digestion. On a nos viscères. Il y a des contractions au niveau des muscles lisses, ce qu'on appelle le péristaltisme pour faire passer le bol alimentaire durant la digestion. On a des mouvements du cœur, évidemment. Même pendant la nuit, même quand on dort, le cœur, ce muscle très particulier, eh bien, ne s'arrête jamais. Puis on a le mouvement des fluides dans le corps, etc.
On bouge, tout le monde fait des mouvements, on bouge pour au minimum aller aux toilettes ou pour aller se nourrir ou aller chercher à boire. Mais est-ce que c'est suffisant de marcher même jusqu'à la voiture ou jusqu'à l'arrêt de bus? Est-ce que c'est suffisant juste de marcher? Probablement pas. Dans le jargon, on va parler d'APS, donc activité physique et sportive, ce qui est une définition très très large en fait de, voilà, c'est pas spécialement du sport, à la fois c'est peut-être un peu plus que la marche quand même, et là ça va être adapté évidemment en fonction de chacun. On va pas avoir la même activité physique selon quelqu'un qui est très sportif, quelqu'un qui l'est pas du tout. Ça dépend de nos activités, ça dépend de notre quotidien, ça dépend de notre anatomie, de notre physiologie, mais en tout cas, je dirais, en tant que kiné, en tant que coach, personal trainer, que cette activité physique et sportive, elle est vitale. Elle est l'un des facteurs de prévention numéro 1, peut-être le facteur numéro 1 pour prévenir les grandes maladies dites de civilisation. Donc tout ce qui est évidemment hypertension, diabète, obésité, hein, qui constitue le spectre du syndrome métabolique, mais aussi voilà, les AVC, les accidents vasculaires autres, les infarctus, les cancers et toute une série de pathologies graves. Eh bien, on va pouvoir les éviter ou en tout cas réduire le risque en faisant cette activité physique et sportive qui est donc plus que la marche, mais qui ne va pas être nécessairement courir le 100 mètres comme Usain Bolt ou faire des marathons. Donc ça, évidemment, ça a à voir idéalement avec un professionnel de la santé. Comment calibrer cette activité? Je dirais en tout cas deux composantes importantes que cette activité physique, je ne vais pas dire quotidienne, mais hebdomadaire doit contenir. Il y a l'aspect cardiovasculaire, et l'aspect musculaire. Voilà, donc ceci, si vous ne l'aviez pas remarqué, c'est un magnifique muscle. Donc l'aspect cardiovasculaire, eh bien évidemment, c'est faire travailler cette pompe-là, le cœur, et puis le système vasculaire, les artères, les veines, et faire travailler ça avec une certaine intensité. Donc il y a l'intensité qui est importante. Évidemment, elle ne va pas être la même pour une personne de 80 ans ou une personne de 20 ans. On imagine bien, il y a des règles à respecter au niveau de la fréquence cardiaque notamment, mais en tout cas de faire monter cette fréquence cardiaque plus qu'une simple marche où on va rester une fréquence de repos hein, de 70, 80, 90, 100 selon les personnes, mais de monter à 120, 130, 140, 150, même plus haut pour une personne jeune et sportive, hein, sentir ce cœur qui pompe, transpirer aussi. Il y a d'autres signes comme par exemple le fait de ne plus pouvoir parler. Ça, c'est une vraie activité physique et sportive, cardio. Il y a la course à pied, mais il y a aussi le vélo, il y a la natation, il y a toute une série de sports en salle, en coaching, etc. Donc cette activité cardiovasculaire est très importante et va vous faire beaucoup de bien si vous n'en faites pas déjà. Il y a les sports collectifs évidemment qui sont importants là-dedans et qui ont un côté ludique. Et puis on a l'aspect donc musculaire, de renforcement musculaire qui est aussi vital, qui est vraiment une activité très intéressante pour tous les paramètres de santé. D'ailleurs, la relation entre la masse maigre, la masse musculaire et la masse grasse, finalement, est le paramètre, je pense, numéro 1 pour analyser la santé de quelqu'un et le risque que cette personne va avoir de développer toute une série de pathologies. Donc développer sa masse musculaire, ça ne veut pas dire, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, faire du bodybuilding ou prendre des produits dopants ou soulever des charges très très lourdes. Mais ça veut dire en tout cas faire travailler ses muscles. Il y a plein de manières de les faire travailler. Aussi évidemment dans ces activités cardiovasculaires, dans le vélo, dans la natation, etc. C'est des activités en fait travailler les muscles. Soulever des poids a quand même un intérêt. Ou travailler la musculation au poids du corps, évidemment, idéalement encadré avec un professionnel en coaching pour faire les bons exercices bien exécutés et développer cet aspect musculaire, faire bouger ses muscles. Et donc c'était le 4e point des 4 piliers. Les 4 piliers, donc je vous invite à en prendre note,
à bien réaliser que ce sont 4 choses que vous faites de toute façon toute l'année. Et moi, je vous invite à les optimiser. Et c'est ainsi que je vous souhaite une très bonne année et une bonne santé. Donc en plus de vous la souhaiter, je souhaite vous donner ces clés-là. J'espère que vous pourrez les appliquer au quotidien pour une meilleure santé pour 2023 et les maintenir tout au long de l'année parce que finalement ce sont des petites choses déjà, mais maintenues au quotidien qui sont déjà importantes. Si tous les jours j'ai déjà quelques minutes de respiration consciente, si j'ai fait attention à ce que je mange, à la qualité, à la quantité des aliments, de l'eau, etc., de l'hydratation, la régularité de mon sommeil, d'aller se coucher régulièrement et assez tôt, et puis l'activité physique et sportive, le mouvement, c'est la vie évidemment, on le répète tout le temps dans mon domaine. Je vous souhaite donc une excellente année et tout le meilleur pour vous en 2023 pour votre santé physique et mentale. Je vous remercie d'écouter, de liker, de partager mes vidéos autour de vous. Donc celle-ci est la première ici cette année d'une longue période. Et je vous invite à vérifier tout ce que je vous dis dans mes vidéos. Je vous invite aussi à consulter un professionnel de la santé compétent et de prendre votre santé en main.